Bientôt la rentrée, mais la rentrée des pédos est faite depuis longtemps, ou plutôt je dirais qu'ils ne sont jamais partis en vacances, eux. Alors c'est parti. Fait numéro 1, 23 août 2023, source Wanted Pédo. Saint-André, 10 ans de calvaire pour une mère et ses 2 filles. Durant plus de 10 ans, une mère et ses 2 filles ont eu à endurer le comportement violent de Sandro B, mari et père, qui, lorsqu'il boit, devient incontrôlable. Ce que les policiers vont découvrir est pire que la violence quotidienne. Le 7 juillet dernier, à Saint-André, à La Réunion, un équipage de police est appelé pour intervenir sur des violences. À bout, une mère de famille fait appel aux forces de l'ordre car son conjoint a, une fois de plus, été violent. Lorsqu'il rentre du travail, Sandro B est très énervé et très alcoolisé. Comme à chaque fois, il s'en prend à sa compagne et sans aucune raison, il casse tout dans la maison. Profitant que son mari est sorti du logement, la mère de famille, excédée, appelle la police qui intervient rapidement et trouve Sandro B près de chez lui. La police se rend au domicile et constate que tout est dévasté. Les 2 filles du couple sont en pleurs. La plus jeune fille craque et, contre toute attente, avoue aux policiers que son père a des gestes déplacés à son égard depuis plus d'1 an. La mère qui ne savait rien est sous le choc. Seule sa sœur aînée était dans la confidence. Interrogée, la jeune fille raconte que son père lui caresse régulièrement les jambes et tente de remonter vers son entrejambe. Elle trouve à chaque fois la force de retirer sa main et de partir. Pour autant, il recommence dès qu'il peut. Au début, c'était dans le salon quand elle jouait sur la console. Puis, son père a installé une télé dans sa chambre. Il en profite pour venir et glisser sa main sous la couette. À chaque fois, elle la retire. Alors qu'elle avait trouvé la force de l'avouer à sa sœur, les 2 adolescentes avaient trouvé une parade. Dès que le père entrait dans la chambre qu'elle partage, l'aînée venait dans le lit de sa sœur pour la protéger. La jeune fille âgée de 14 ans au début des faits est particulièrement choquée, traumatisée. Elle éprouve du dégoût et ne veut plus voir son père. Lors de la garde à vue, le père nie dans un premier temps les accusations d'attouchement. « Je suis un peu tactile avec elle », explique-t-il. Il finira par reconnaître à minima, évoquant des massages sur sa fille. Le parquet décide finalement de le faire comparaître dans le cadre d'une comparution à délit déféré, ce lundi 21 août. Cette fois, il reconnaît les faits, admettant qu'il s'agissait bien de caresses. Il reconnaît également les violences sur sa compagne depuis presque 13 ans, rejetant la faute sur sa problématique alcoolique. La présidente lui rappelle qu'il est déjà sous le coup d'une obligation de soins et qu'il était, une fois encore, en état d'ivresse. Or, il a déjà été condamné pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs en 2014. Le reste de ses dimensions sont en lien avec l'alcool. Il a un sursis probatoire de 4 mois au-dessus de la tête. Après une longue délibération, le tribunal déclare le prévenu coupable de l'intégralité des faits. Il est condamné 36 mois de prison, dont 6 mois de sursis probatoire renforcé pendant 3 ans, avec obligation de soins et d'indemniser les victimes. Le sursis de 4 mois est révoqué. Il lui est fait interdiction de contact et de paraître au domicile des victimes pendant 10 ans. En plus d'être inscrit au fichier des délinquants sexuels avec présentation tous les 6 mois, le tribunal prononce le retrait total de son autorité parentale et alloue d'importantes sommes aux victimes en réparation des dommages. Fait numéro 2, 17 août 2023, source Z-Info 974. Saint-Louis, pompier volontaire côté pile, prédateur sexuel côté face. Le jeune homme de 30 ans est timide à la barre mais reconnaît l'ensemble des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il dort en prison depuis plus de 2 ans. Nicolas Paillet, sapeur-pompier volontaire depuis l'âge de ses 13 ans, est décrit comme une personne fiable en qui on peut avoir confiance par son entourage et même par l'une des victimes jusqu'à ce que les faits éclatent au grand jour. Ce soir-là, une soirée poker est organisée chez un de ses collègues pompiers. Les enfants mangent à l'extérieur avant d'être ramenés endormis à la soirée. Nicolas est proche de la famille recomposée qui reçoit. La belle-fille de son collègue, une fillette de 8 ans au moment des faits, l'appelle même tonton. Alors que tous les convives repartent une fois la soirée terminée, Nicolas, trop ivre pour rentrer, reste dormir chez son collègue. Mais Nicolas ne dort pas. L'homme de 30 ans s'introduit dans la chambre où dorment la fille de son collègue et celle de sa compagne. Cette dernière, Louise, est allongée sur un matelas à côté du lit de Marie. Louise se réveille alors qu'elle sent un doigt lui toucher les fesses. Sa culotte est baissée. Elle demande qui est-ce et Nicolas répond « c'est tonton » pour rassurer la fillette terrifiée. Nicolas prend également une photo et repart se coucher. Louise, consciente de la gravité des faits, pleure. Louise raconte dès le lendemain matin à sa mère les faits avec précision. Nicolas, encore endormi sur le canapé, est réveillé par son hôte. Il nie dans un premier temps. Son collègue réussit rapidement à distinguer sur l'écran du téléphone une photo d'un corps et la chambre de sa fille avant que Nicolas reprenne son téléphone, prétextant effacer d'abord des photos personnelles. Une plainte est immédiatement déposée par la mère de Louise. Dans l'ordinateur de Nicolas, malgré leur suppression, des photos de Louise prises lors d'une précédente soirée, alors que l'enfant dormait, seront retrouvées. Ce seront les seules photos d'enfants contenues dans son ordinateur. En revanche, de nombreuses photos de 2 autres victimes seront retrouvées par les enquêteurs. Les enquêteurs retrouveront ainsi des photos de 2 autres jeunes femmes prises en photo pendant leur sommeil, alors que Nicolas leur imposait des caresses ou des attouchements à leur insu.
Nicolas Paillet a finalement été condamné à 4 ans de prison ferme et à 2 ans de sursis probatoire. Le tribunal lui a signifié ses obligations de soins, de travailler, des interdictions de contact avec les victimes et de travailler avec les mineurs durant 5 ans. Il devra également s'acquitter de 5 000 € de dommages et intérêts en faveur de Gloria, une des victimes adultes, 6 000 € pour Louise et 2 000 € pour le père de la fillette, également constitué partie civile. Fait numéro 3, 17 août 2023, source L'Observateur. Proxénétisme. Une jeune fille de 14 ans ballottée et revendue de Mac en Mac. Nous l'appellerons Lola. C'est le pseudo qu'elle utilisait lorsqu'elle se prostituait pour le compte de plusieurs hommes, à l'hiver 2020-2021. Elle avait alors 14 ans. Lola avait sombré dans l'enfer de la prostitution 1 an auparavant pour un autre proxénète. En février 2021, la jeune femme est arrêtée par des policiers hollandais à Rotterdam car elle est mineure. Elle est à bord d'une voiture dans laquelle se trouvent aussi 3 jeunes hommes de moins de 30 ans, Ali, Tahir et Kamel. Les prénoms sont modifiés. Les policiers suspectent alors une affaire de prostitution de mineurs, mais les 3 hommes ne sont pas inquiétés. À ces 3-là s'en rajoutent 2 autres, Manu et Fabien. Là aussi, les prénoms sont modifiés. 5 prévenus pour une affaire de proxénétisme jugée en correctionnel au tribunal de Valenciennes ce mardi 8 août. Tous affirmeront qu'ils n'ont rien à voir avec cette histoire. C'est un malentendu, un complot, le hasard, des coïncidences. Tous sauf un, Fabien. Ce dernier va expliquer que son appartement de Manille était devenu un lieu de squat de cette bande de dealers de drogue. À l'époque, il était fragile psychologiquement et avait besoin de sa dose de cocaïne. Ali et Tahir sont en effet connus de la police pour être des trafiquants couronnés de 17 et 16 mentions sur leur casier judiciaire. Le premier en a même pris pour 8 ans de prison, une peine qu'il est actuellement en train de purger. Je n'avais plus mon mot à dire, je n'étais plus maître chez moi, j'étais un cadavre ambulant, explique Fabien. Un cadavre de 42 kilos. Dans ce contexte de trafic et de consommation de drogue, surgit Lola. L'appartement de Fabien va alors aussi devenir un lieu de passe quand les proxénètes de Lola en auront marre des réservations de chambres dans les hôtels première classe du secteur, notamment à Rouvigny. Fabien ne dit rien. On lui donne 30 € et de la cocaïne. Lola se confie un peu à lui. Elle aurait d'abord travaillé pour Tahir, qui l'aurait revendue à Ali, avant que lui-même ne la revende à Kamel, pour finir par travailler à son compte. Combien valait la jeune femme ? 5 000, 8 000, 30 000 €. Plusieurs sommes sont énoncées, mais on ne sait pas. Un jour, la mère de Fabien retrouve son fils, décharné et reclus dans son appartement. Elle lance l'alerte. Dans la foulée, les protagonistes sont interpellés. Dans ses dépositions, Lola ne mentionne ni Ali, ni Kamel, mais identifie clairement Tahir comme ayant été son Mac. Un Mac violent, humiliant et maltraitant. Pourtant, plusieurs témoins, dont Fabien et des clients du trafic de stupéfiants, affirment qu'Ali, Kamel et Manu faisaient bien partie du business autour de Lola. Ils auraient été vus souvent dans les salles de bain des chambres ou sur le parking des hôtels où travaillait la jeune fille. Leur téléphone borné systématiquement au même endroit que le sien. Tous les 4 osent même affirmer qu'ils connaissaient à peine Lola. Pourtant, dans ses explications, cette dernière est très précise. Manu était le pigeon de Tahir, dit-elle, son chauffeur. Il assurait aussi la sécurité. Au sujet de Tahir, c'est lui qui gérait tout, y compris les gifles, si elle se montrait réticente avec certains clients. La jeune fille a indiqué qu'elle travaillait H24. Ça défilait, j'étais enfermée tout le temps. Lola n'était pas présente à l'audition. Elle n'avait pas la force. La jeune femme âgée de 17 ans aujourd'hui entreprend sa lente reconstruction, entrecoupée de tentatives de suicide. Ce ne sera pas simple, mais elle s'accroche. Cette audience va laisser un goût amer, notera l'avocate de Lola, car aucun n'assume les faits. Aucun n'assume de s'être enrichi, jusqu'à s'acheter une voiture sur le corps d'une enfant de 14 ans, recevant 10 à 15 clients par jour. C'est de l'esclavage. On parle de la vente d'une femme. On est au XXIe siècle. On croit rêver. La procureure de la République lâchera le terme « trafic d'êtres humains », très en vogue car lucratif et moins risqué que les stupes. Elle prononcera des réquisitions lourdes à l'encontre des prévenus. Des réquisitions qui feront bondir les avocats de la défense, mais qui seront en partie suivies par la présidente du tribunal. Tous plaideront le manque de preuves objectives et techniques, ne permettant pas de condamner leurs clients. Vous n'avez pas le don de savoir si une personne ment ou pas, en l'absence de preuves, dira maître Bensoussan, l'avocat de Tahir, au tribunal. Manu a écopé de 3 ans de prison avec maintien en détention. La même peine pour Karim. Fabien a écopé d'une peine de 18 mois. Ali a été relaxé entièrement des faits qui lui sont reprochés. Enfin, Tahir a été condamné à une peine de 5 ans de prison avec maintien en détention et interdiction de paraître dans le Nord pendant 5 ans. Fait numéro 4, 17 août 2023, source pédocriminalité à travers le monde. Toulouse, un ingénieur de 37 ans
qui faisait du babysitting pendant son temps libre, condamné à 4 ans de prison pour des agressions sexuelles sur 3 fillettes âgées de 3 à 5 ans et détention de pédopornographie. Le prévenu, qui faisait de la garde d'enfants sur son temps libre, a également été reconnu coupable de détention de contenu pédopornographique. La décision du tribunal s'est révélée plus sévère que les réquisitions du ministère public. Il était accusé d'avoir effectué des attouchements, ainsi que de s'être douché nu avec 3 petites filles âgées de 3 à 5 ans entre 2018 et 2022. Selon l'avocate des victimes, le prévenu était ingénieur de formation et faisait du babysitting sur son temps libre. Il était entré en relation avec les familles des enfants via un site internet spécialisé. Fait peu ordinaire, la décision du tribunal est allée plus loin que les réquisitions du parquet qui demandait 3 ans de prison ferme et 2 avec sursis. C'est une bonne décision, c'est une condamnation assez importante, car c'est quelqu'un qui n'avait pas d'antécédent judiciaire, a jugé l'avocate des victimes à l'issue de l'audience. La peine prononcée s'accompagne d'une obligation de soins et d'une interdiction de travailler avec des mineurs, ainsi que de provisions sur dommages et intérêts allant de 1 000 à 8 000 euros pour les victimes et leurs proches. Fait numéro 5, 23 août 2023, source La Dépêche. Lot-et-Garonne, accusé d'atteinte sexuelle sur un mineur tétraplégique est mis hors de cause. Dans la moiteur lourde d'une salle d'audience privée de climatisation, 4 heures ont été nécessaires pour ouvrir et fermer un dossier d'atteinte sexuelle ancré pour la période entre février 2022 et juin 2023 à Marmande. À la barre, un sexagénaire soupçonné d'avoir abusé par voie de masturbation d'un mineur de 17 ans tétraplégique et épileptique. Il était l'aide-soignant du jeune homme recruté par les parents. Le 30 juin dernier, son père porte plainte chez les gendarmes. Le sexagénaire est placé en garde à vue. Dans les premiers jours de ce premier mois de l'été, le fils de la famille a poussé des cris. L'amplitude, la tonalité, la puissance étaient différentes, raconte le père. Son fils est coutumier de ses réactions quand son corps meurtri est touché, mais elles n'atteignent pas le paroxysme du jour en question. Or, à ce moment-là de la matinée, l'aide-soignant lui porte des soins, y compris intimes. « J'ai tout fait comme je devais le faire », assure-t-il devant les magistrats de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire. Il nie avoir franchi la ligne blanche, réaffirme que ses gestes correspondaient à ce qui lui avait été enseigné lors de sa formation initiale. La question était, au fil de l'audience, de mesurer la capacité cognitive du jeune homme à répondre aux questions des gendarmes. Il est handicapé depuis ses 12 ans. Et pour se faire une idée plus précise, les juges ont diffusé une vidéo de l'audition du mineur. Aux questions des enquêteurs, il répond par l'écrit sur un tableau. Son bras est soutenu, sa main est guidée. Mais c'est bien lui qui écrit, affirme son père. Les expertises, allant dans le même sens, confirment qu'il existe bien une communication possible avec le mineur et que ce qu'il écrit est frappé du sceau de la vérité. Il a dit qu'il ne voulait plus qu'il le touche. La vice-procureure est convaincue de la responsabilité de l'adulte. Quel serait l'intérêt des parents et de leur fils de mentir ? La famille ne demande aucun dommage et intérêt. Le ministère public requiert 18 mois de prison avec sursis. Mais il n'est pas concevable qu'il puisse continuer à travailler avec des personnes vulnérables. Toutefois, faute d'éléments intentionnels, le sexagénaire, défendu par Maître Grelot, est mis hors de cause et relaxé. Fait numéro 6, 24 août 2023, source 78 Actu. Yveline, une petite fille handicapée abusée sexuellement par son beau-père depuis l'âge de 4 ans. Ce mercredi 23 août 2023, Fabrice, 50 ans, a comparu devant le tribunal judiciaire de Versailles pour une longue série d'agressions sexuelles. La victime était la très jeune fille de celle qui est devenue son ex-compagne. Très jeune, puisqu'elle n'avait que 4 ans lorsque tout a commencé en 2013, au Clé-sous-Bois, dans les Yvelines. L'innommable a éclaté au grand jour en juin 2022. La mère de la victime retrouve un vieux téléphone portable. Elle veut récupérer des photos de famille dessus. En l'allumant, elle découvre une vidéo. Elle y reconnaît Fabrice. Elle voit un acte sexuel filmé de très près. Et soudainement, elle reconnaît la voix de sa fille. L'homme surgit, il lui arrache l'appareil des mains et il efface tout. Mais cela ne suffira pas à tromper l'expertise de la police scientifique. Avec du temps, elle reconstituera sur son ordinateur plus de 8900 fichiers à caractère pédopornographique. Immédiatement arrêté, le réunionnais reconnaît les faits face aux policiers de plaisir. Il explique ne plus partager son lit avec sa compagne. Pour des raisons financières, tout le monde est resté vivre sous le même toit. Lui dort dans une chambre avec ses 2 belles filles, elle dans le salon. Fabrice va expliquer comment il va complètement dériver, s'en prenant à l'enfant pendant 9 années. Les parties de chatouille se sont transformées en câlins, puis en caresses, puis en attouchements sexuels. Avec cet aspect sordide, il filmait les scènes. Et pendant ce temps, il lui donnait un autre téléphone pour qu'elle regarde des dessins animés. D'audition en audition, les enquêteurs vont découvrir que les agressions ont eu lieu dans la chambre, mais également dans le salon, le garage et même à l'hôpital. Car la petite victime souffre de plusieurs maladies, lui donnant un statut de personne handicapée et donc très vulnérable,
Impossible pour lui de l'ignorer. Questionné par la juge, Fabrice admet que la petite n'était pas en capacité de refuser quoi que ce soit, de se défendre. De lourdes réquisitions sont annoncées, 8 ans de détention. De longues minutes plus tard, la sentence tombe. Le tribunal prononce 6 années d'incarcération et un suivi socio-judiciaire pendant 10 ans. Fabrice est automatiquement inscrit au FIJAIS, le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles, à vie.